vous êtes là? Bon bah c'est super, c'est parti alors. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure environ de travaux dirigés sur la microbiologie. Nous sommes dans le semestre 2 de microbio et ce TD ça va être un TD qui va parler essentiellement des antibiotiques, de leur histoire et également de la méthodologie que nous allons mettre en place afin d'être capable de déterminer si une bactérie est sensible ou non à un antibiotique. Donc ces TP qui vont être donc associés au TD seront la semaine prochaine et vous pourrez faire en vrai ce que l'on va voir en théorie aujourd'hui. Pour commencer donc un petit peu d'histoire et d'abord une définition. Les antibiotiques, eh bien, ce sont des molécules qui vont être, en tout cas historiquement, produites par certains organismes vivants, micro-organismes ou autres, capables d'inhiber la croissance des bactéries. Donc anti, pour contre bien sûr, et biotique, bio pour la vie. Donc finalement vous voyez que ce terme est un peu plus large que sa définition stricte, qui est donc l'inhibition de la croissance, voire tuer les bactéries. Il faut imaginer un petit peu le contexte dans lequel on se situe. Donc notre histoire elle va commencer au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, les maladies infectieuses sont très importantes en Europe, mais partout dans le monde. On estime donc qu'un tiers des morts sont dues à l'époque à des maladies infectieuses telles que la tuberculose, donc c'est vraiment une cause de mortalité très importante. Et les recherches de la fin du XIXe siècle ont permis d'établir qu'un grand nombre de maladies sont liées à la présence donc, de ces micro-organismes que sont les bactéries. Alors, il n'est pas clair pour pas mal de maladies, on ne sait pas trop si elles sont liées à des bactéries ou à des virus, puisque l'existence des virus a également été mise en évidence à cette période-là. Et par exemple, pour la grippe, eh bien, il y a des débats. On se demande si la grippe est due à une bactérie ou à un virus. Vous savez probablement que la grippe est due à un virus. Donc voilà, on se situe donc au début du XXe siècle avec beaucoup de maladies très mortelles de nature infectieuse et on ne sait pas toujours si c'est lié à des bactéries ou des virus. Dans ce contexte, habite à Londres un médecin du nom d'Alexander Fleming. Alors Fleming, c'est un médecin d'origine écossaise qui donc a fait des études de médecine et puis donc travaille dans un hôpital londonien. Mais il a auparavant été recruté dans l'armée lors de la Première Guerre mondiale. Donc il a fait la guerre de 14-18 et durant cette guerre, eh bien, il a été marqué par plusieurs observations. Notamment, il a pu constater que l'utilisation de désinfectants, des désinfectants superficiels des plaies, eh bien, pouvait parfois être plus nocive que bénéfique, notamment lorsque les plaies étaient profondes. Et il attribuait ça au fait que les bactéries qui étaient anaérobies, celles qui pouvaient se développer en absence de dioxygène, allaient prendre le dessus dans ces plaies profondes. Si on désinfectait la surface, toutes les bactéries aérobies, on les supprimait, et puis il restait que les bactéries anaérobies qui, elles, étaient responsables de complications beaucoup plus graves, notamment sur les grands risques de guerre, on procède souvent à des amputations, et donc beaucoup de gens avaient perdu des bras, des jambes, etc. Lors de cette Première Guerre mondiale, et ça l'avait beaucoup marqué. Et donc, un des sujets de ses travaux, puisqu'il avait une activité de recherche, c'était d'essayer de comprendre comment on peut lutter contre les bactéries. Il va dans un premier temps travailler en 1922, il met en évidence une substance qui est en fait une enzyme sécrétée par le corps qui s'appelle le lysozyme. Donc au départ, il imagine qu'il va mettre en évidence un bactériophage, c'est-à-dire un virus de bactéries dans les sécrétions nasales. Et il pense que c'est un bactériophage qui l'a débarrassé de son rhume. Il a attrapé un rhume et puis il se dit, tiens, en fait, dans mon mucus nasal, il doit y avoir un virus qui a tué les bactéries. En fait, il se rend assez rapidement compte que cette hypothèse est erronée et qu'en fait, toutes les substances muqueuses, toutes les sécrétions muqueuses, on a vu les acinis muqueux, pour faire un petit lien avec notre semestre 1, on a vu les acinis muqueux au semestre 1, il se rend compte qu'en fait, dans tous les mucus, donc que ce soit la salive, le mucus nasal,
également au niveau des parties génitales, mais également, ce sera montré plus tard, donc au niveau de l'intestin, et bien dans ces mucus, il y a une enzyme qui s'appelle le lysozyme et qui dégrade les bactéries, et il montrera même en fait que cette enzyme s'attaque notamment donc aux parois bactériennes. Ce lysozyme, qui est en fait un antibiotique naturel, produit naturellement par le corps, et bien c'est le premier antibiotique mis en évidence. Alors voilà, vous avez peut-être une autre idée, on parle souvent de la pénicilline comme premier antibiotique. La réalité, c'est que le premier antibiotique, c'est le lysozyme. Bon, il y en avait eu d'autres avant, on pourrait remonter un petit peu encore. Et donc ce lysozyme, eh bien, il ne va pas être utilisé à des fins médicales parce que, en fait, pour en isoler des quantités suffisantes, eh bien, il faudrait aligner des tonnes d'étudiants en thèse qui se moucheraient toute la journée pour essayer de récupérer la quantité de mucus nécessaire. Bon, en fait, le nerf de la guerre, et ce sera comme ça pour la plupart des développements des molécules suivantes, eh bien, c'est d'en produire suffisamment. Parce que une chose est de montrer une activité antibactérienne dans une boîte, une autre est de produire suffisamment de substances pour traiter et pour avoir une activité médicale, ce qui n'est pas le cas du lysozyme. Donc il abandonnera ces travaux-là, mais ça met quand même une première pierre à l'édifice de l'émergence de ce champ de recherche sur les antibiotiques. Et puis un petit peu plus tard, donc en 1928, eh bien, c'est là qu'il va découvrir la pénicilline, donc cette molécule dont vous avez certainement entendu parler, qui est un antibiotique qui aujourd'hui n'est plus trop utilisé, on verra pourquoi un petit peu plus tard, mais qui à l'époque est bien sûr une grande révolution. Alors pour la petite histoire, c'est bien sûr un petit peu de la mythologie scientifique, mais c'est pas grave, c'est amusant. Pour la petite histoire, on dit que Fleming était une personne qui était très désorganisée. Alors vous voyez son laboratoire, c'est un peu le bazar effectivement, et encore là il avait dû ranger pour la photo. Donc il avait la réputation de laisser un peu traîner les choses, et donc en fait il va faire une série de conférences sur les Staphylococcus aureus, que vous connaissez puisque vous travaillez un petit peu là-dessus cette semaine en TP, et donc il a laissé ses boîtes tout l'été, il est parti faire autre chose. Et puis quand il revient, eh bien, il se rend compte, avec son associé, eh bien, qu'il y a des moisissures qui ont poussé sur une boîte. Alors voilà le type de moisissure que ça peut être. Alors à l'époque, il disait que c'était plutôt Penicillium notatum. Alors bon, bref, sur l'espèce précise, à l'heure actuelle, on pense que c'est plutôt un Penicillium rubens, mais bon, longtemps on a dit que c'était un Penicillium chrysogénum, pardon. Bref, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, c'est un pénicillium. Vous voyez ces grosses moisissures donc, de forme circulaire avec ici donc une couleur un petit peu grisâtre, éventuellement verdâtre. Et donc cette moisissure a poussé sur la boîte où il avait fait ses cultures de Staphylococcus aureus. Et qu'est-ce qu'il observe? Eh bien, à proximité de là où il y a la moisissure, eh bien, les bactéries n'ont pas pu pousser. C'est pas une image de ça, là je vous montre juste la culture de champignons, mais il voit donc que sur sa boîte, eh bien, les bactéries ont été inhibées, et voire même sont mortes à proximité du champignon. Évidemment, c'est quelque chose qui va l'interpeller, parce que évidemment, il avait toujours en tête ses recherches sur les substances antibactériennes, notamment avec le lysozyme, et il va essayer d'isoler les substances potentiellement antibactériennes présentes chez ces moisissures. Il faut savoir qu'il y avait d'autres scientifiques qui avaient déjà observé cet effet-là bien avant, même depuis l'Antiquité, mais personne n'avait cherché à isoler vraiment là où les molécules en lien avec cet effet antibactérien. Alors, pour tester les propriétés de ces moisissures et surtout des extraits de moisissures, puisqu'il va mettre en place plusieurs protocoles où il va purifier de façon différentielle les composants de ces molécules, donc en faisant des extractions avec différents solvants, etc. Et donc il va faire une expérience qui finalement correspond pas mal à ce que l'on fait toujours aujourd'hui lorsqu'on s'intéresse à la question des antibiotiques. Donc il va il va prendre une boîte de gélose, vous voyez, voilà, c'est un petit schéma d'une boîte de pétri comme vous pouvez avoir vous à la paillasse. Et puis sur cette boîte de pétri, eh bien, il va en fait creuser dans la gélose des petits trous à l'emporte-pièce.
Et dans ces trous, eh bien, il va placer ces substances, ces petits extraits. Donc vous voyez, mettons, voilà, hop, petit extrait vert, extrait d'une certaine manière, puis dans un autre solvant, pouf, cet extrait-là, encore un autre protocole, etc., etc. Et donc comme ça, il va placer ces différents extraits de façon à voir lequel a le plus d'effet. Donc, hop, voilà. Donc quand il a préparé sa boîte, pour l'instant il n'y a pas de bactéries, eh bien il va étaler dessus ses Staphylococcus aureus, donc il recouvre toute la boîte de bactéries, et puis ensuite, eh bien, il va mettre en culture. Que se passe-t-il? Lorsqu'il revient le lendemain, eh bien, il va observer sur la boîte qu'il y a des zones où la bactérie a poussé, et puis il y a des zones où on a ce qu'on appelle une inhibition de croissance. Donc il va regarder autour des zones, des différentes zones où il a mis ses substances, eh bien s'il y a eu plus ou moins d'inhibition de croissance. Et plus la zone, donc vous voyez hein, ici donc des zones où il n'y a pas de bactéries, ce que j'ai représenté en plus clair, et puis donc, par contre là où c'est jaune foncé, là où ça a poussé. Plus la zone est large autour d'un puits où il a mis sa substance, et plus il y a eu inhibition de croissance, et donc plus on va pouvoir imaginer que le protocole fonctionne et qu'on a isolé une substance qui est efficace et antibactérienne. Et ça, en fait, on va le voir, c'est les bases du fonctionnement de l'antibiogramme, un petit peu ce qu'on va faire, nous, en TP. Donc, on récapitule, on a une boîte de gélose, on fait des trous, on met les substances qui nous intéressent dedans, puis on étale les bactéries et on revient le lendemain et on regarde autour des puits s'il y a eu inhibition de la croissance des bactéries. De cette façon, il met au point un protocole de purification d'une molécule qu'il appelle la pénicilline, hein, c'est lui qui va inventer le nom. Il va publier ses résultats en 1929 et puis il va arrêter là ses recherches, toujours pour la même raison comme pour le lysozyme. Il estime que ce sera impossible d'en produire des quantités suffisantes pour traiter qui que ce soit. Et donc l'histoire de la pénicilline aurait très bien pu s'arrêter là. En parallèle, donc, quelques années plus tard, dans les années 30, d'autres molécules vont être mises au point. Alors ces molécules-là ne sont pas des antibiotiques au sens strict, on va parler là des sulfamides. Les sulfamides sont mises au point donc, par des chimistes, hein, ce sont des molécules d'origine chimique, donc elles ne rentrent pas dans la définition des antibiotiques, puisqu'on a dit que par définition les antibiotiques sont des substances produites par un organisme, quel qu'il soit, et qui inhibent la croissance ou qui tuent les bactéries. Ici, on a une substance chimique, donc elle n'est pas produite par un autre organisme. Ceci étant, vu qu'elle a un effet antibactérien, le plus souvent les sulfamides sont quand même rangés dans la catégorie des antibiotiques. Et en fait, ça va être les premiers antibiotiques vraiment diffusés relativement largement auprès des populations. Donc, c'est M. Gerhard Domack, qui est un Allemand, qui va mettre au point cette molécule. Donc il travaille dans une entreprise qu'on connaît toujours aujourd'hui, hein, une entreprise spécialisée dans la chimie, notamment la pétrochimie. Donc c'est Bayer, B-A-Y-E-R, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Et donc chez Bayer, on travaille sur les colorants parce que, vous le savez, vous l'avez vu en TP, les colorants sont des molécules qui inhibent la croissance de certaines bactéries, en particulier les bactéries Gram+. Vous avez utilisé les colorants comme inhibiteurs de Gram+, par exemple dans le milieu de Regalski ou dans le milieu EMB, dans les milieux de salmonelle, SS, ectoène et également pour d'autres milieux qu'on n'a pas encore vus. Donc ces colorants, on sait qu'ils ont une action antibactérienne. Ceci étant, malheureusement, ils sont aussi toxiques pour l'humain et donc le travail chez Bayer, ça va être d'essayer de trouver des molécules qui ne sont pas toxiques pour l'humain et qui sont efficaces contre les bactéries. Et donc en 1935, ils découvrent cette famille de molécules que sont les sulfamides et qui sont très efficaces contre les bactéries. Gros problème des sulfamides, ils ne sont pas ou difficilement solubles, ce qui fait qu'ils sont souvent administrés sous forme de poudre, notamment sur les blessures, hein, pour l'asepsie des blessures, l'antisepsie des blessures. C'est pas super efficace et donc il va y avoir des essais pour solubiliser
les sulfamides. En 1937, c'est quelque chose qui est un petit peu annexe, mais que je trouve intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Donc en 1937, il y a un scandale important qui est le scandale de l'élixir sulfanilamide. Donc c'est un scandale qui aura beaucoup de retentissement, ça se passe aux États-Unis, et ça aura du retentissement parce qu'il va y avoir plusieurs morts, des dizaines de morts, notamment des enfants. Donc c'est un pharmacien qui a donc décidé d'utiliser un solvant pour mettre les sulfamides dedans, donc le PEG, et bien ce solvant, il était en fait toxique. Et ce qui se passe, c'est que il va pouvoir donc administrer ce qu'on appelle l'élixir sulfanilamide, donc le vendre en tout cas à de nombreuses personnes. Et c'est un produit qui va être toxique. Et donc les gens vont le donner notamment aux enfants. Et là, pour les enfants, ça va avoir un effet toxique et voire donc ça va tuer un certain nombre d'entre eux. Et ça met en lumière le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de législation sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de vendre. Et il n'y avait pas de régulation. À la suite de cet épisode tragique, donc il y a eu tout un procès, ça a fait un énorme scandale. Et c'est à ce moment-là qu'a émergé la législation américaine et mondiale sur la mise sur le marché des médicaments, donc notamment la FDA aux États-Unis, la Food and Drug Administration, qui va maintenant être responsable d'autoriser ou non la mise sur le marché. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ce sont des questions tout à fait d'actualité, puisque la question de la mise sur le marché ou non des vaccins, on voit bien que c'est très régulé et qu'il y a des étapes à suivre et qu'il y a un certain nombre de structures qui sont là pour dire ce que l'on a le droit ou non de vendre pour éviter justement les accidents comme l'accident de l'élixir sulfanilamide. Donc le pharmacien en question a été bien sûr condamné pour avoir donc diffusé cet élixir dans lequel il y avait plein d'autres trucs, parce qu'il me semble que dans celui-là il y avait aussi du cannabis ou je ne sais quoi, enfin bref, c'était un sacré mélange et c'était très dangereux. Alors voilà, donc pour revenir à notre histoire des antibiotiques, donc évidemment, on est à une période où le monde s'apprête à vivre des événements assez tragiques avec l'entrée en guerre, donc d'abord, la déclaration de guerre, donc d'abord en Europe, puis aux États-Unis. Et puis bien sûr, donc, comme j'ai dit, c'était un problème de santé publique important, les maladies bactériennes. Donc Domac aura un prix Nobel en 1939, mais attention, les sulfamides ne sont pas efficaces contre toutes les bactéries, notamment la tuberculose continue d'avoir de graves conséquences et les sulfamides ne sont pas actives contre les mycobactéries qui sont responsables de la tuberculose. Donc, sulfamide c'est bien, mais ça tue pas toutes les bactéries et puis on a toujours ce problème de solubilité qui fait que c'est compliqué de se soigner avec ça. Alors justement, la suite de l'histoire, on va revenir donc à l'histoire de la pénicilline via deux scientifiques que sont Howard Florey et Ernst Chain. Et l'histoire dit aussi que donc Florey avait une petite fille de 5 ans qui avait été traitée avec les sulfamides et il avait trouvé que c'était vraiment pas le top. Et donc c'est une des choses qui a motivé ses travaux de recherche et notamment la reprise des travaux sur la pénicilline. Donc dans les années 30, pour les alentours des années 35, il va monter une équipe notamment de biologistes mais aussi de biochimistes et de chimistes à Oxford, donc en Angleterre, pour travailler sur les substances antibiotiques et essayer de trouver des choses un peu mieux que ces fameux sulfamides. Et donc ils vont lire un certain nombre d'articles et parmi, donc je crois que c'est Shane qui sort 200 articles scientifiques dans lesquels on parle de différentes substances potentiellement intéressantes pour leurs propriétés antibiotiques. Et parmi ces 200 articles, il y avait celui de Fleming de 1929 sur la pénicilline. Donc ils vont aller voir Fleming. Donc Florey, lui, c'est un biologiste, il est d'origine australienne mais il travaille en Angleterre. Shane, lui, il est plutôt chimiste, il est d'origine allemande. Comme il est juif, il a fui l'Allemagne nazie, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933, et donc dès 1935, il est en Angleterre pour pouvoir faire son travail de recherche. Et on voit là que tous ces travaux sur les antibiotiques, c'est le fruit d'une recherche de scientifiques qui viennent de différents endroits du monde, donc d'où l'importance d'avoir cette collaboration scientifique
et de façon à mettre en commun les compétences. Ici on voit l'association d'un biologiste et d'un chimiste, il y avait également beaucoup de biochimistes dans l'équipe. Donc ils vont voir Fleming et ils lui demandent s'il est d'accord pour leur donner sa souche de pénicillium, donc sa souche de moisissure, produisant donc sa fameuse pénicilline. Fleming a maintenu en culture cette souche durant tout ce temps-là, et donc il va transmettre cette souche à Florey et Shane, qui vont mettre en place de nouveaux protocoles de purification, et à force de travail, ils vont réussir à optimiser le processus de purification. Et donc ils vont commencer les premiers essais. Alors d'abord ils vont faire des essais sur les souris. Ils vont injecter du streptococcus à des souris, et puis ils vont ou non leur administrer l'antibiotique. Ils vont faire ça sur une centaine de souris, 50-50. Et bien dans le lot qui a reçu uniquement la bactérie, les souris vont mourir, tandis que dans le lot qui aura reçu les bactéries et l'antibiotique, les souris vont survivre. Donc fort de cette expérience sur des animaux vivants, ils vont passer aux essais cliniques. À l'époque, on y allait un petit peu vite, on va dire, du modèle animal vers le modèle médical. Donc ils ont injecté l'antibiotique à une patiente qui était en phase terminale de cancer, juste pour voir ce que ça donnait. Et puis voilà, ils ont fait quelques essais, et donc ils vont décider d'essayer de soigner quelqu'un. Donc ça tombe sur un policier qui s'est blessé. En fait, c'est tout simple, faut imaginer qu'à l'époque, une petite blessure, ça peut avoir des conséquences très graves. Il s'est blessé au visage en faisant son jardin. Alors c'est pas un anglais pour rien, il cultivait des roses. Et donc avec ces roses, il s'est arraché un petit peu au niveau de la joue. Malheureusement, sa blessure s'est infectée, et donc il a des nodules partout sur le visage. Il a déjà eu l'ablation d'un œil, en fait, tellement l'infection a progressé. Voilà, il a également des problèmes au niveau pulmonaire. Donc il est dans un état vraiment très, très grave. Et donc, voilà, c'est sur ce patient qu'ils vont faire leurs essais. Ils lui injectent 160 mg de pénicilline. Alors, c'est sur plusieurs jours. Ils vont injecter, et ils vont voir assez rapidement des effets vraiment impressionnants. La molécule va faire son effet. L'état du patient va s'améliorer. Il va même aller jusqu'à pouvoir remarcher, se lever de son lit, etc. Sauf qu'assez rapidement, on voit qu'il faut maintenir l'injection de pénicilline pour avoir les effets, et très rapidement, ils n'ont plus de stock. Donc ils vont avoir recours à une méthode qui va être assez largement utilisée par la suite. Ils vont purifier la pénicilline dans ses urines. Donc ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup fait par la suite pour éviter de perdre trop de molécules. Comme le temps de résidence de la molécule dans le corps est très faible, on va purifier la molécule à partir des urines des patients. Malgré cela, il va y avoir impossibilité de maintenir l'effet de l'antibiotique, et au bout d'un mois, le patient sera décédé. Donc c'est un essai en demi-teinte. À la fois, l'état du patient s'est amélioré, mais en parallèle, on n'a pas réussi à le sauver. Pour la suite, ils vont donc repartir au laboratoire, se remettre au boulot, et ils vont repurifier de la pénicilline, toujours en améliorant un petit peu les protocoles, et puis surtout en passant à des cultures de moisissure à plus large échelle, jusqu'à obtenir des doses suffisantes. Mais cette fois-ci, ils vont être plus malins. Ils vont cibler des patients qui ont des volumes corporels inférieurs, de façon à pouvoir avoir plus facilement des doses suffisantes dans le corps du patient. Et donc ils vont cibler notamment des enfants ou des adolescents, et là ils vont obtenir assez rapidement quelques résultats positifs. Donc ils vont sauver un adolescent qui était donc pareil dans un état critique. Donc là, ce travail-là, ça nous amène en 1940, puis 41. Ils vont demander, dès 1939, ils vont demander des fonds pour leur recherche au gouvernement du Royaume-Uni.
Néanmoins, il ne vous aura pas échappé que ça a commencé en 1939, la reprise des travaux sur la pénicilline. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Évidemment, le Royaume-Uni est impliqué dans le conflit dès le départ. Et bien sûr, l'argent ne coule pas à flot. Et même si on voit bien l'intérêt de ce genre de travaux, ils ne vont pas réussir à obtenir suffisamment de crédit pour améliorer leur protocole. Et ils vont donc se tourner en 1941 vers les États-Unis. Aux États-Unis, leur demande va être accueillie plutôt favorablement. Il y a plusieurs laboratoires qui vont rentrer en partenariat avec eux, notamment ils vont travailler avec Merck et ils vont pouvoir aussi avoir accès à des installations de production notamment de bière, puisque là on va être sur de la production de champignons. Et bien ils vont avoir accès à des gros fermenteurs dans lesquels on faisait habituellement plutôt des levures de bière. Donc avec ce travail-là, ils vont réussir à produire plus de molécules, mais on est toujours sur des difficultés pour avoir des quantités suffisantes. Ensuite, ils vont avoir recours à une stratégie qui est assez efficace, et qu'on a toujours à l'heure actuelle quand on trouve un micro-organisme qui produit une substance d'intérêt. L'idée, ça va être de sélectionner les meilleures souches. Et donc pour cela, leurs partenaires vont faire appel notamment à l'armée pour que tout le monde leur ramène des souches de moisissures d'un peu partout. Ils vont en trouver plusieurs utiles, notamment en Asie, mais finalement la plus utile, ce sera une souche qui sera trouvée sur une pastèque. Voilà, et donc cette souche qui va être c'est une moisissure, un fruit moisi qui sera trouvé à Peoria aux US, et qui va être une souche qui produira beaucoup plus de pénicilline que la souche historique de Fleming. Donc c'est celle-là qui va remplacer les souches, et puis on va faire ensuite de la mutagénèse, et ça c'est pareil, c'est une stratégie qui est toujours utilisée. Donc une fois qu'on a sélectionné la souche naturelle la plus efficace, on va faire en sorte qu'elle mute, notamment par exemple en la bombardant d'UV, et on va obtenir des mutants, et parmi les mutants, certains vont avoir leur capacité à produire de la pénicilline augmentée, et c'est cela que l'on va sélectionner. Alors pourquoi les USA ont été très actifs dans la subvention de ces travaux sur les antibiotiques? Parce qu'eux aussi sont concernés désormais par la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils entrent en guerre en 1941, et c'est l'année durant laquelle les scientifiques anglais se sont tournés vers des entreprises et des entrepreneurs aux USA, notamment des entreprises pharmaceutiques, pour les aider dans leur travail de développement. Mais ils vont continuer à avoir leur activité de recherche à Oxford, donc cette recherche va se faire un peu des deux côtés de l'Atlantique. Voilà, et jusqu'à ce que, à partir des années 43, 44, 45, on va commencer à produire suffisamment de molécules de pénicilline pour traiter les gens. Donc en 43, on est de l'ordre de doses qui suffisent à traiter 170 patients par mois. Donc vous voyez que c'est pas encore énorme, mais ça va notamment être utilisé dans un premier temps pour soigner les militaires. On estime que dans les dernières années de la guerre, 44-45, il y a 12 à 15% des morts de soldats qui sont évités grâce à l'utilisation de ce premier antibiotique, la pénicilline. Néanmoins, la pénicilline, il y a plusieurs problèmes, mais un des problèmes principaux, c'est que ça va lutter surtout contre des infections à grammes plus, notamment les streptocoques et les staphylocoques, mais ça n'aura aucun effet sur les grammes moins, et en tout cas il y a certains grammes moins sur lesquels ça n'aura aucun effet, notamment les bactéries responsables de la fièvre typhoïde, les Salmonella typhi, etc. Et puis ça n'aura pas non plus d'effet sur Mycobacterium tuberculosis, donc le bacille de Koch, qui est la bactérie responsable de la tuberculose. Donc, comme ces problèmes restent toujours majeurs, la recherche sur les antibiotiques ne s'est pas arrêtée là, et heureusement. Néanmoins, ces recherches sont tellement révolutionnaires, ça a permis de sauver tellement de vies que bien sûr Fleming, Florey et Chain vont être récipiendaires du prix Nobel en 1945, et voyez aussi encore à quelle vitesse ça a été, comme pour Domack qui reçoit son prix Nobel en 1939 pour une découverte faite en 1935. Ici donc on a
un prix Nobel en 1945 pour des recherches initiées dans le début des années 40. Donc là, très rapidement, des prix Nobel et une reconnaissance internationale de leur travail. En parallèle de tout ça, d'autres recherches importantes ont été menées. Alors, une personnalité que personnellement j'aime beaucoup, René Dubos, qui est donc un chercheur d'origine française, mais qui a fait toute sa carrière aux États-Unis et qui a d'ailleurs obtenu la nationalité américaine vers la fin de sa vie. Donc René Dubos, au départ, c'est un ingénieur agronome et il va avoir souvent cette approche un petit peu de la science du sol notamment et des écosystèmes. C'est quelqu'un qui a une vision assez globale des choses. Et donc René Dubos, il va travailler sur les propriétés antibiotiques de certaines bactéries du sol et il va réussir à isoler assez tôt une molécule antibiotique, donc qui est la gramicidine, premier antibiotique à être commercialisé. Le problème, c'est que c'était une molécule assez toxique. En fait, c'est surtout utilisé pour la désinfection des plaies superficielles, mais donc la gramicidine n'est pas une molécule qui a eu beaucoup de succès. En revanche, ces travaux ont fortement influencé d'autres scientifiques, et notamment parmi eux Selman Waksman, qui a donc, à partir des protocoles mis en place par Dubos, mis en évidence la streptomycine, cette molécule est une molécule efficace contre la tuberculose. Et là, à nouveau, on voit un prix Nobel en 1952 pour Waksman. Voilà. Alors pourquoi je cite Dubos ? Déjà par rapport à ces travaux qui ont permis à Waksman de mettre en évidence la streptomycine, mais aussi parce que c'est un des premiers à avoir fortement œuvré pour la défense de l'environnement et pour la prise en compte des écosystèmes et de la globalité des choses, on va dire, dans sa recherche. Donc moi, c'est vraiment un personnage que je trouve assez inspirant. Et lui, comme Fleming, ils avaient eu un discours vraiment visionnaire par rapport aux antibiotiques. Ils ont pu, dès le début, mettre en garde sur l'effet de ces molécules, parce qu'ils ont constaté rapidement en fait que sur les bactéries de laboratoire, on voyait apparaître des résistances, et que lorsque l'on mettait les bactéries en contact avec les antibiotiques, notamment à des doses un peu limitées, très rapidement ces bactéries s'adaptaient, et que rapidement les antibiotiques n'avaient peu ou pas d'effet sur ces bactéries en question. Donc ils ont très tôt alerté la communauté scientifique et médicale sur les dangers de la résistance aux antibiotiques. Malheureusement, ils n'ont pas été très entendus, et l'usage des antibiotiques s'est fait sans vraiment la prise de précaution qui aurait pu retarder un petit peu l'apparition de toutes ces résistances aux antibiotiques. Et donc entre les années, on va dire 45-50 après-guerre, et puis les années 90, on a donné beaucoup d'antibiotiques, y compris dans des cas où ce n'était pas du tout le médicament préconisé. Par exemple, si on a des symptômes de grippe, évidemment, ça ne sert à rien de donner des antibiotiques. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal, parce que à force de répandre des antibiotiques dans le milieu, les bactéries ont acquis des résistances. Alors certaines sont plus douées que d'autres pour ça, mais parmi les grandes championnes de la résistance, vous avez les Staphylococcus aureus, dont on estime aujourd'hui que, certaines estimations peuvent aller jusqu'à plus de la moitié des souches circulantes en France aujourd'hui seraient résistantes au moins à un antibiotique. Alors ces chiffres sont très variables, peuvent être contestés, mais pour dire que la plupart des Staph aureus aujourd'hui finalement sont résistantes au moins à un antibiotique, et ça c'est problématique, puisque bien sûr une personne qui sera atteinte de maladies liées à ces bactéries résistantes aura beaucoup plus de mal à être traitée médicalement. Donc bien sûr aujourd'hui les recherches continuent, encore récemment on a mis en évidence de nouvelles familles d'antibiotiques, il y a beaucoup plus d'antibiotiques que ce que je vous ai présenté là, mais ceci dit, la vitesse avec laquelle on trouve des nouvelles familles d'antibiotiques n'est pas du tout compatible avec la vitesse à laquelle les bactéries acquièrent ces résistances, et on se retrouve de plus en plus dans des situations médicales où on ne peut pas traiter les patients et où on va avoir des issues potentiellement fatales pour certains patients atteints de ces bactéries multirésistantes. Voilà pour la partie historique. J'espère que vous avez appris des choses.
pouvez faire une petite pause à ce stade-là de la présentation et puis donc on va pouvoir continuer ensuite avec la partie plus pratique. Donc voilà, je fais une petite pause et donc diapo suivante sur la playlist, on expliquera donc plutôt ce qu'on va faire maintenant en TP. A tout de suite.